Donc aujourd'hui, on est ensemble pour un webinaire d'une heure environ, pour parler avec Delphine qui va se présenter après, d'une démarche d'éco-conception faite sur la gamme minimale édition locale de la marque Forclaz chez Decathlon. Donc les webinaires Green Experience, ce sont des interviews de responsables projet éco-conception qui témoignent et présentent des produits, procédés ou services qui sont éco-conçus. Et ces webinaires ont objectif de vous inspirer et de participer au partage des connaissances, sur le sujet de l'éco-conception. Donc je me présente, donc je m'appelle Clara Barry, je suis, chef de projet éco-conception au pôle éco-conception, qui est le centre, national, d'expertise sur la performance du cycle de vie et on est soutenu par l'ADEME, donc qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et on est notamment soutenu sur ces webinaires-là pour diffuser, l'éco-conception sur le territoire français. Donc aujourd'hui, on est, centré sur le retour d'expérience de Decathlon. Donc Decathlon, je pense que, on est beaucoup à connaître cette entreprise, donc qui est spécialisée dans la conception et la vente, d'articles de sport et loisirs. Et aujourd'hui, donc c'est plus sur la marque Forclaz et sur la démarche qu'ils ont mis en place en interne, pour créer la gamme, Minimal Édition locale. Donc, j'ai avec moi, Delphine Dupré, ingénieure, produit, leader relocalisation textile, et qui a aussi beaucoup travaillé sur la panoplie minimale édition locale. Donc Delphine, je te laisse te présenter rapidement. Merci. Moi, ça fait 16 ans que j'ai rejoint Decathlon. J'ai exercé pas mal de métiers. Ma formation initiale, c'est chimiste, ingénieur chimiste, et après pas mal de métiers sur la fabrication des produits, la supply et puis la conception de produits. J'ai eu la chance de récupérer la gestion de ce projet Minimal Edition local pour Forclaz fin 2019. Et aujourd'hui, au-delà d'ingénieur produit, mon métier, c'est d'animer la direction technique de la marque Forclaz, qui est la marque du trekking et du voyage pour Decathlon. OK, merci. Alors on va, parler un peu plus du coup de cette gamme, comment elle a été créée, quels sont les gains environnementaux que vous avez eus, quelles sont les étapes, de la démarche que vous avez mis en place pour aboutir à cette gamme. Donc ça sera environ une vingtaine, trentaine de minutes où on discutera ensemble Delphine, pour voilà, je vous poserai des questions et ensuite, je prendrai des questions des participants qui sont là avec nous. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses d'ailleurs et puis à la fin, donc on aura 15-20 minutes pour répondre à vos questions, spécifiques que vous aurez écrits. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc ce webinaire, il est aussi enregistré, donc vous recevrez tous un email avec le lien, du replay du webinaire, donc vous pourrez revisualiser si besoin. Voilà, alors c'est parti. Du coup Delphine, est-ce que donc maintenant que tu t'es présentée, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, le rôle que tu as eu au sein de ce projet d'éco-conception dont on va discuter aujourd'hui? J'ai été chef de projet, mais j'ai été aussi en charge de l'exploration industrielle, notamment. En fait, le projet est né d'une envie d'actionner le levier du local pour baisser l'impact de nos produits. Et donc, dès la naissance du projet, c'est moi qui étais en charge d'explorer les possibilités industrielles qui s'offraient à nous en Europe. Et après, d'avancer dans le développement des produits en fonction de ce qu'on a trouvé sur le chemin. OK. Et donc chez Decathlon et en particulièrement chez Forclaz, il y a déjà eu pas mal de choses de faites pour, améliorer l'empreinte environnementale de vos produits depuis longtemps. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de ce cheminement? Comment vous en êtes arrivés à travailler sur ce projet-là et qu'est-ce que vous avez fait comme action en amont? Oui, effectivement, la marque Decathlon, la marque Forclaz chez Decathlon, elle est née il y a 6 ans, pour adresser plus particulièrement la pratique du trekking et du voyage en itinérance. Donc c'est une pratique qu'on voyage avec son sac sur le dos. Et de l'équipe et de nos utilisateurs est née, préexistait une conscience du besoin de protéger notre terrain de jeu, l'environnement, la nature, et de faire les produits de manière la plus responsable possible. Donc, dès la naissance de Forclaz, nous, on allait concevoir les produits
la manière qui nous semblait la plus responsable possible, en actionnant tous les leviers d'éco-conception qu'on trouverait à notre disposition dans l'entreprise. Et donc, les leviers d'éco-conception qui existaient et qui existent encore, on a fini en 2019 par constater qu'on les avait à peu près tous actionnés. On utilise des matières synthétiques recyclées, on utilise des teintures plus économes en énergie, on réduit le poids des produits pour qu'on utilise moins de matière. Tout ça, c'était des étapes qu'on avait déjà franchies sur la conception de nos produits. Et le projet est né du constat, une fois qu'on a actionné tous ces leviers, c'est quoi la suite? Comment on continue à baisser l'impact de nos produits, puisque l'objectif qu'on s'était mis chez Forclaz dès le départ, c'était d'avoir une trajectoire CO2 qui respectait les accords de Paris. Et on voyait bien qu'au bout d'un moment, on plafonnait dans nos efforts de conception. Et comme le Trek a le vent en poupe, on a la chance de vendre de plus en plus de produits chaque année. Et ça suffit. Les efforts d'éco-conception ne suffisent pas à compenser l'augmentation des quantités qu'on vend de nos produits. Donc, il fallait trouver un levier à actionner qui soit plus puissant que ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Et en se penchant sur les analyses de cycle de vie, ce qu'on voit, c'est que la phase de production, c'est 80% de l'impact d'un produit textile selon les ACV qu'on utilise chez Decathlon. Et que dans cette phase de production, c'est bien la transformation de la matière première, donc transformer une matière en fil, puis après processer ce fil pour le teindre et le tisser, le tricoter, qui représente le gros de l'impact. Pas tellement l'assemblage, mais bien toute cette transformation de matière première. Et c'est l'énergie qui est utilisée pour ces étapes de transformation qui représente le plus gros du bilan carbone d'un produit fini. Donc, fort de ce constat, on s'est dit, c'est là qu'il faut taper, c'est utiliser des énergies plus propres, mais pas seulement pour confectionner les produits, bien dès le départ, pour fabriquer les matières premières qu'on va utiliser. Et l'énergie qui était propre et disponible, c'était, en tout cas, le mix énergétique européen et en particulier français. Il est particulièrement intéressant puisqu'il émet 10 à 12 fois moins de CO2 par kilowattheure que celui qu'on a classiquement en Asie, en particulier en Chine et en Inde, qui sont de gros pays de fabrication pour nous. Donc, le projet est né de ça, de dire comment on ferait pour utiliser cette énergie-là et donc développer des produits qui utilisent le plus possible une énergie moins carbonée. OK, et basé de ce constat, du coup, vous avez dû mettre en place un nouveau process finalement, vous avez dû trouver des nouveaux fournisseurs, c'est ça, relocaliser? Et quelles modifications étaient nécessaires justement dans votre processus de développement de produits pour intégrer cet, élément? Alors là, on est bien dans une collection d'exploration. Donc la question, c'était de s'autoriser à tout remettre en question sur nos façons de travailler et de développer les produits. Classiquement, nos produits ils naissent de l'observation terrain, de l'observation des utilisateurs et de l'analyse de leurs besoins. De quoi a besoin un trekker pour partir en montagne? Là, on a un peu inversé ça en disant, voici le tissu industriel disponible localement en Europe. À partir de ça, quels produits on est capable de faire qui correspondent aux besoins de nos utilisateurs. Donc, on est parti d'une réalité industrielle pour répondre à des besoins plutôt que de partir d'un besoin, faire un design et après, éventuellement, trouver qui allait produire ça. Donc, dès le départ, c'était renverser le mindset. Et ensuite, parce qu'on connaît les contraintes de la production en Europe, notamment les coûts de fabrication, c'était comment tirer le meilleur des matières qu'on a identifiées en limitant les coûts de fabrication pour garder une notion d'accessibilité pour nos clients. OK. Donc, au niveau des contraintes finalement que vous avez rencontrées à la mise en place de ce projet, donc il y avait les contraintes de coût. Est-ce qu'il y avait autre chose, Oui, il y a des contraintes logistiques pour nous, c'est qu'on a tracé des autoroutes, qui fait qu'on sait très bien faire la conception d'excellents produits en Asie. En Europe, il a fallu recréer les contacts, recréer les liens, créer aussi des relations de confiance avec des fournisseurs et tous les maillons de la chaîne entre les fabricants de composants, mais aussi des gens qui allaient être capables d'assembler
d'acheter des accessoires, des zips, des boutons ou même des étiquettes. Et tout ce maillage-là, il a fallu le reconnecter pas à pas, puisqu'il n'était pas évident dès le départ. Et puis, par contre, ça a soulevé aussi de super opportunités. C'est celle de la proximité, d'arriver à se parler directement entre équipes de conception. Moi, j'étais pas toute seule, mais on avait bien une équipe avec des designers, des modélistes qui ont pu directement communiquer avec les gens qui étaient responsables de la fabrication dans les usines. Et ça a amené une richesse qu'on avait perdue en travaillant loin de nos fournisseurs. Pas que des contraintes. Et une des contraintes qu'on avait aussi, c'était bien sûr le dimensionnement des fournisseurs avec lesquels on travaillait. C'est qu'on a l'habitude, nous, de demander beaucoup d'échantillons tout le long de notre développement. Mais ici, chaque échantillon, chaque pas qu'on faisait vers le produit fini, il nous a demandé plus de temps de prototypage, puisque les usines auxquelles on s'adressait, elles devaient utiliser leurs machines de production pour nous faire des échantillons. Et ce n'est pas évident d'interrompre une production, d'en faire un échantillon et de la reprendre. Donc, c'était des contraintes qu'on n'avait pas mesurées jusqu'à maintenant, puisque nos fournisseurs asiatiques, ils ont des ressources de prototypage qui sont bien supérieures. Ok, merci. Et du coup, voilà, il y a eu ce gros travail-là de fait de relocalisation. Et est-ce que tu peux du coup nous présenter un peu le fruit du travail? Donc là, j'ai à l'écran un peu la carte de où est-ce que vous avez relocalisé chacune des étapes de la chaîne de valeur de vos produits. Est-ce que tu peux nous présenter un peu justement les produits qui sont issus de ce travail? Puisque donc derrière cette idée, il a fallu matérialiser des types de produits. Donc je ne sais pas s'il y a eu un choix sur ces types de produits aussi faits? Oui. En fait, on est parti du constat aussi que le gros de l'impact de Forclaz, il était très, très lié à la fabrication textile. Alors, textile habillement, mais aussi textile équipement, puisque chez Forclaz, on conçoit et on vend des sacs de couchage, des tentes et des sacs de transport, des sacs à dos. Ils font tous appel à un matériau textile. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on cible cette typologie de produits-là, les produits textiles, au travers de plusieurs produits pour faire une collection, une panoplie un peu large qui nous permettrait d'explorer large. Donc, au départ, on avait 5 produits qu'on souhaitait développer. Une veste de pluie, une veste chaude, sans savoir exactement quel allait être le type de matière, un pantalon, un t-shirt, vous voyez, il n'est pas sur la photo, parce que celui-là, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, et un sac de transport, parce que ça fait partie des produits un peu iconiques de Forclaz. Et je vous parlais d'exploration industrielle, on a dû trouver des matières originaires d'Europe. Et ça, c'était pas évident. Au début du projet, on s'est dit, on a du lin et potentiellement du chanvre qui sont produits en Europe. Ça pourrait être une bonne source de matières premières. Et grâce à nos fournisseurs partenaires, on a aussi trouvé d'autres matières, notamment la laine recyclée. Il y a un fort savoir-faire sur le recyclage de la laine à Prato, dans le nord de l'Italie. Donc ça, c'est ce qu'on a décidé d'utiliser pour notre couche chaude. Mais aussi, grâce au tissage de Charlieu, qui est notre fournisseur de tissus, de pantalons et de sacs, des fils espagnols qui sont faits de coton recyclé et de polyester recyclé. Et trouver ces matières naturelles recyclées sur notre chemin, c'était aussi une super opportunité pour concevoir avec l'impact le plus faible possible. C'est que c'était des fibres qui étaient déjà triées par type de couleur. Donc la laine qu'on utilise sur notre hoodie, suite à capuche, et c'est un mélange de 3 fils de couleurs différentes qu'on n'a pas eu besoin de teindre, puisque la couleur, elle est issue de la première vie de la laine. Et ça a été la même chose sur le pantalon et le duffel bag. Là aussi, c'est le coton, la première vie du coton, qui apporte cette couleur-là. Donc, on a réussi à utiliser des matières recyclées, à ne pas avoir de phase de teinture, en utilisant une énergie très faiblement carbonée, ce qui nous a fait gagner sur beaucoup de tableaux pour la baisse d'impact. Pour la parka, donc la veste de pluie,
On est resté sur ce qui marche. On est en polyester. Le polyester recyclé, c'est assez classique. Là, les phases qu'on a réussi à relocaliser, c'est le tissage et la lamination. Pour qu'un textile soit imperméable, on y colle une membrane qui va arrêter l'eau et arrêter la pluie. Et tout ça, été fait chez Concordia, qui est donc en Belgique, mais avec des fils qui, eux, étaient quand même originaires d'Asie. Donc, on n'est pas allé aussi loin sur la parka. Mais la singularité qu'on voulait apporter, c'est de dire qu'il faut qu'on monte une valeur ajoutée technique à un produit made in local. Et c'est l'assemblage de la parka qui est singulier, puisqu'il a été réalisé chez Toptex Cube dans la Drôme, dont le savoir-faire, c'est de l'assemblage collé ou thermosoudé. C'est-à-dire qu'on a une parka qui est quasiment sans couture. Et là aussi, ça ouvre plein de perspectives et surtout, ça fait un produit très, très élégant dont on est assez fier. Ok, merci. Et donc, tu parlais tout à l'heure d'un t-shirt, donc je suis assez curieuse de savoir ce qu'il est devenu. Effectivement. Ce qui est la singularité des t-shirts Forclaz, c'est la laine mérinos. Nous, vu qu'on utilise nos t-shirts sur plusieurs jours, on n'a pas forcément l'occasion de les laver d'un jour à l'autre. On utilise cette matière-là qu'on trouve géniale pour notamment ses capacités à ne pas développer de mauvaises odeurs. Et puis des capacités de gestion un peu de l'humidité qui sont intéressantes pour une pratique du trek. Donc c'est là-dessus qu'on a voulu rester, sur le mérinos, et pas aller justement sur le lin ou d'autres typologies de matières. Et donc on a exploré 2 pistes, le mérinos français, il y a des moutons mérinos, il y a une race qui s'appelle le mérinos d'Arles, et où là aussi la laine recyclée, vu que c'était le procédé qu'on avait utilisé sur notre soute à capuche. Mais on n'a pas réussi à aboutir à un tissu, une maille qui était suffisamment confortable pour donner envie d'être portée à même la peau. Aujourd'hui, on était sur des finesses de laine qui rendaient le produit pas hyper confortable parce que ça grattait un peu. Mais on travaille encore sur ces pistes-là en sélectionnant plus finement le mérinos qu'on va utiliser pour faire ce t-shirt demain. On n'a pas lâché l'affaire. On travaille là-dessus. Ok, super. Alors, j'ai aussi donc ce tableau des résultats, puisque donc derrière tout ce travail, vous avez réalisé des études d'évaluation environnementale pour voir un peu les gains, si je comprends bien? Oui, c'est ça. De manière générale, chez Decathlon, on a un outil intégré à notre outil de conception qui, dès qu'on sélectionne un composant, nous fait des estimations d'impact environnemental. Aujourd'hui, dans cet outil classique, il y a beaucoup d'approximations, comme dans toutes les ACV, et une approximation en particulier, c'est qu'on considère que chaque matière est faite avec un mix énergétique moyen asiatique. Là, on a dû creuser un peu plus loin et aller au-delà de l'outil standard pour appliquer le mix énergétique réel du pays où on travaillait, voire de l'usine quand on l'avait, mais ça, ce n'était pas toujours le cas. Et du coup, c'est en additionnant ces gains sur un mix énergétique réel européen par rapport à un mix énergétique asiatique, plus le fait d'utiliser des matières recyclées et d'éviter la teinture, qui nous amène des fois à des baisses d'impact qui sont assez spectaculaires, donc et en particulier sur la partie production. Sur le sweat, on est à moins 73%, comparé à un hoodie en laine de même composition qui aurait été réalisé en Chine. Sur le pantalon, on atteint moins 80%. Et là, le pays de référence, c'était plutôt l'Inde, puisque l'Inde est le pays du coton. Et etc. Sur chaque typologie de produit. La parka, comme je disais, la matière première, on n'a pas réussi à la faire venir à 100% d'Europe. Du coup, les gains sont moins spectaculaires puisque c'est les phases plutôt aval qu'on réussit à être fait en local. Okay. Et le duffel bag, c'était l'occasion aussi, donc on a utilisé exactement les mêmes fils que sur le pantalon, par contre sur un tissage beaucoup plus épais pour apporter de la résistance.
Et le besoin singulier qu'on a dans la bagagerie, c'est qu'on doit avoir une protection pour l'humidité, la pluie, pour qu'un sac résiste à une petite brune ou ne serait-ce qu'à être posé par terre sur un sol pas toujours propre. Et donc là, on est allé chercher une induction made in France aussi, à base de cire d'abeille et d'acrylique. Alors que d'habitude, on est plutôt sur du polyuréthane, du polyester pour assurer l'imperméabilité. OK. Et là, donc on a les résultats, en gain CO2. Est-ce que vous avez aussi des résultats similaires sur d'autres indicateurs d'impact, comme la pollution de l'eau ou? Alors, la consommation d'eau, Mmh. on l'a simulé notamment sur le sweat, le pantalon et le duffel bag. Là, l'intérêt de ne pas passer par la phase de teinture et d'utiliser des matières naturelles recyclées. Donc, fait qu'on a moins besoin d'eau à la fois pour la production de la matière et à la fois pour la teinture. Donc on est sur des baisses aussi spectaculaires de l'ordre de moins 80% à moins 90% d'eau utilisée pour faire un produit. Donc là encore, c'est gagnant. Ce qui reste compliqué, c'est à la fois les prix auxquels on a sorti ces produits, qui ne sont pas sur les niveaux de prix auxquels on a habitué nos clients depuis assez longtemps maintenant chez Decathlon, et la valorisation de ce gain environnemental qui n'est pas toujours facile à communiquer à des gens qui ne sont pas experts du domaine des ACV et qui ne connaissent pas forcément l'impact environnemental d'un produit. Aujourd'hui, un pantalon, classiquement, c'est entre 15 et 25 kg de CO2. Là, aujourd'hui, le nôtre, il est à 2,56. Nous, on sait que c'est une performance, mais ce n'est pas forcément évident pour un consommateur final. Donc la communication reste compliquée pour expliquer le travail fait sur des produits comme ça. Et c'est vraiment la première gamme que vous sortez à cette gamme de prix aussi? On a des produits très techniques, on a du haut de gamme aussi chez Decathlon, on n'a pas que des premiers prix, on a du haut de gamme qui peuvent avoir des prix assez comparables, mais pour des promesses de technicité des fois supérieures. Si je prends l'exemple de la parka, aujourd'hui, on l'a mise sur le marché à 250 €. Aujourd'hui, 250 €, c'est le prix de notre veste impair la plus perfectionnée de chez Tribord. Alors que là, on est sur un produit qui est plutôt très simple en fonction, un produit dont on est très fier du composant. On sait qu'il résistera à la pluie et à de fortes contraintes, mais on n'est pas sur le niveau de fonction qu'on peut avoir sur une veste qui est conçue pour partir sur un tour du monde à la voile. OK. Mais ce choix, du coup, c'est associé à une prise de risque pour vous? Heu, Finalement, tout ce que vous avez mis en place, ça vous a permis d'apprendre, du coup, sur comment réduire votre impact en termes de façon opérationnelle. Mais est-ce qu'il y a une réponse, positive du marché, du coup, que vous visiez avec ces produits-là? L'objectif premier, c'était d'apprendre nous. Et, Mmh. et celui-là, il est pleinement atteint puisqu'on a découvert qu'il y avait de nouvelles filières, on a découvert qu'il y a des fils déjà disponibles en matière naturelle recyclée. On a tissé des liens avec des fournisseurs européens. Ça, c'est gagné et ça nous sert sur les développements en cours qui seront des produits en gamme futurs. On n'avait pas d'ambition économique très forte. En fait, on ne visait pas le buzz et d'écouler tous les produits en quelques semaines. Donc de ce côté-là, ben oui, on en vend plutôt moins que d'autres produits. C'est pour ça qu'on a aussi des quantités produites qui étaient moindres. C'est difficile à mesurer le succès consommateur. Aussi parce que la visibilité, elle n'est pas évidente. On a plus de 25 000 références chez Decathlon, donc pour trouver celle-ci au milieu des autres, c'est pas toujours évident si on n'est pas connecté au réseau social de Forclaz ou voilà, si on n'en entend pas parler par Mmh. la presse ou d'autres leviers. Ouais, je comprends. Et au niveau du coup du volume de ces produits-là par rapport, à d'autres gammes que vous avez? Est-ce que tu as les chiffres en tête?
Aujourd'hui, Decathlon je crois qu'on a plus de 1000 magasins dans le monde. Donc, effectivement, on Ouais. vend des quantités qui sont qui sont pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur que celles qu'on a produit là, notamment sur les produits forts. Après, il y a des sports qui sont plus confidentiels et pour qui c'est des quantités classiques, j'allais dire. Nous, c'est des quantités qui sont très raisonnables par rapport à ce qu'on produit d'habitude. Ok. Ok. Et du coup, ces produits-là, est-ce que vous avez prévu d'avoir une deuxième phase parce que tu parlais du t-shirt sur lequel vous travaillez encore. Est-ce qu'il y a d'autres projets un peu sur cet aspect-là, sur cette stratégie-là de relocalisation? Ou est-ce que vous avez d'autres projets en cours, d'autres axes pour continuer dans votre démarche d'éco-conception? Alors sur la relocalisation en particulier, oui, on souhaite pousser plus loin, la quantité de nos modèles qui sont produits, près de l'Europe, en Europe ou pas loin. Il y a, il faut savoir que nos chaussures, par exemple, les chaussures de trek, Forclaz, elles sont toutes, faites en Europe déjà actuellement. Je vous parlais de la laine mérinos. On a une gamme de t-shirts et sous-vêtements en laine mérinos dont 50% est déjà produit au Portugal. Donc, on continue sur cette lancée-là. On a des pantalons en développement qu'on espère arriver à produire au Maroc avec des composants, par contre, qui seront turcs et suédois. On continue les recherches. Sur les leviers de baisse d'impact, on a aussi beaucoup exploré la couleur, c'est quelque chose qui me tenait à cœur chez Forclaz, et l'acceptation couleur aussi des consommateurs. On a notamment une gamme qui s'appelle Minimal Edition Undyed. Donc là, c'est une tente, matelas, sac de couchage sans teinture, qui sont blancs. Ça baisse leur impact. Par contre, la question, c'est est-ce que nos clients sont prêts à nous suivre là-dessus? Donc, on continue à tester plein de leviers. Le t-shirt en question, effectivement, on s'est dit que si on utilise un mérinos pas assez fin, une laine de race mérinos européenne, le problème, c'est que ce pas des races qui ont été sélectionnées pour la finesse de leur laine, comme ça peut être le cas en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Australie ou ailleurs. Du coup, il va falloir on aimerait trouver des débouchés pour ce type de laine européenne, mais on n'a pas encore trouvé exactement. Par contre, là, ce qu'on a compris, c'est qu'avec 50% de notre production de laine qui est faite déjà au Portugal, eh ben, on a nos propres chutes de confection. Pour faire un t-shirt, il faut découper d'un patronage dans une laisse de tissu, et il y a des chutes, on n'utilise pas 100% de la largeur du tissu. Et on s'est dit que cette matière-là, on est sûr qu'elle est douce, qu'elle est agréable à porter. Et si on commençait par recycler celle-là. Et donc, le projet qui est en cours actuellement, c'est de récupérer nos propres chutes de production pour réintégrer ça dans un fil et arriver à en refaire du t-shirt ou des couches plus chaudes. Donc ça avance, ça demande pas mal de mise au point avec nos partenaires européens. Mais je trouve important d'insister là-dessus, c'est que si on n'a pas une politique de relocalisation assez forte, on va avoir du mal à attirer une industrie du recyclage textile européenne. Si on arrive à avoir beaucoup de déchets, traiter ces déchets et en faire des matières recyclées, on a aussi besoin de gens qui vont utiliser ces matières issues du recyclage. Et c'est là qu'on a posé la responsabilité de Forclaz. On veut faire partie de ceux qui rendent cette filière de recyclage local désirable pour qu'elle puisse émerger à l'échelle industrielle en Europe bientôt. Ok, merci. Alors, c'est à peu près tout pour mes questions. Donc, merci Delphine d'y avoir si bien répondu. Je vais commencer à regarder les questions dans le chat pour voir un peu les participants, quelles sont les questions qu'ils se posent. Il y en a une là sur donc cet aspect de relocalisation. Donc, on parlait de l'importance de justement développer les filières locales de recyclage aussi en Europe. Mais au-delà de cet aspect-là de localisation en Europe, est-ce qu'avec vos fournisseurs en Asie, vous avez des projets d'accompagnement de ces fournisseurs dans leur transition écologique et énergétique? Oui, on est conscient qu'on n'arrivera pas
tout rapatrier ou à tout produire localement immédiatement. Et puis, on a aussi des savoir-faire en Asie qu'on ne trouve pas ou plus à l'échelle européenne. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est bien une complémentarité et ramener un peu plus le curseur vers l'Europe, mais on aura toujours de la production asiatique. Et effectivement, nos fournisseurs, ils sont accompagnés sur un plan de transition énergétique pour soit s'équiper eux-mêmes de modes de production d'énergie verte, des panneaux solaires, des éoliennes, voire de la biomasse pour la production de chaleur, puisqu'on a des procédés qui demandent de la chaleur. C'est facile, entre guillemets, d'équiper une usine qui fait de la confection, puisque des machines à coudre, ça ne consomme pas tant d'électricité que ça. Ça devient plus compliqué quand on arrive sur le cœur de ce qui crée de l'impact, la transformation des matières et la fabrication des composants. Donc là aussi, équiper une usine de panneaux solaires ne suffit pas, en général, à répondre à son besoin d'énergie pour tisser, tricoter ou teindre de la matière ou filer. Donc, c'est pour ça que ça prend plus de temps et qu'on est encore un peu dépendant de la production d'électricité locale de la zone, de la région, puisque tout n'est pas facile à faire switcher sur une énergie verte à l'intérieur même de l'usine. Ok. Alors, je regarderai des questions. Il y en a une en termes de difficulté de mise en œuvre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile entre convaincre, du coup, j'imagine, les fournisseurs de travailler avec vous sur ces projets-là, ou chercher les fournisseurs? Enfin, vraiment, où était la problématique? Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre les fournisseurs en Europe de se lancer là-dessus? Non, parce si je prends Barata Garcia, les tissages de Charlieu ou Concordia, c'est des fournisseurs qui étaient déjà référencés dans notre panel, c'est des gens avec qui on travaille déjà depuis longtemps. Il y en a eu des nouveaux, comme Top Text Cube par exemple, ou les ateliers d'Ariane. Mais ça n'a pas été difficile de se convaincre, et il a fallu se comprendre. Donc nous sortir un peu de notre jargon et de nos outils pour aller se rencontrer à mi-chemin entre les habitudes des uns et des autres. Mais là encore, la proximité fait que, et l'enthousiasme pour les produits, les matières, etc., fait qu'on a réussi à trouver des solutions. On s'est mis des contraintes techniques très lourdes sur le pantalon et le duffel bag, puisque ça utilise un savoir-faire de tissage de Charlieu qui est le tissage jacquard. C'est-à-dire que pour limiter les temps de confection, on a essayé, dès le tissu, d'intégrer le plus possible l'information, comme les marquages, mais aussi le positionnement de où allaient être les poches, où allaient être les sangles du sac, pour faire une espèce de cartographie qui faciliterait ensuite l'assemblage, la couture chez Atelier d'Ariane. Et ça a été compliqué dans la mise au point du tissu, mais aussi dans la coupe. Une fois qu'on a un patronage qui est intégré dans le tissu, il faut trouver un moyen de le couper en automatique pour pas que le temps qu'on gagne sur la couture, on le perde sur la coupe. Donc là, c'est Tekin qui est venu nous aider à développer des solutions automatiques pour ça. Donc là encore, c'était à chaque étape trouver le déclic, la solution qui allait faire avancer le sujet. On avait un projet de pantalon bleu marine, on n'a pas réussi à le couper, par exemple. Donc là aussi, dans le kaki, ça marchait. Ok, c'est vrai qu'on voit le résultat, mais oui, il y a eu beaucoup d'obstacles sur le parcours. C'est ça, énormément. Et beaucoup de workshops de notre côté, mais ça, à la limite, c'est les phases passionnantes du métier, d'aller trouver des solutions à résoudre. Ouais, c'est sûr. On n'a pas du tout parlé de durabilité aujourd'hui. Du coup, il y avait certaines personnes qui se posaient des questions sur ces produits-là, en termes de durabilité, de qualité du coup du textile à l'usage. Est-ce que c'est quelque chose qui est similaire à... Enfin, est-ce que vous avez travaillé dessus aussi, comparé à d'autres produits en termes de qualité par rapport à vos produits habituels similaires en termes de fonction? Est-ce que c'est à peu près la même chose? Alors, notre ambition de départ, c'était de se dire qu'il faut que ce soit les plus durables de la gamme, puisque comme ce sont des produits chers, il faut que ce soit un investissement qui dure le plus longtemps possible.
Là encore, il y a le principe de réalité qui fait que, en utilisant des matières recyclées en particulier, c'est pas évident d'obtenir les mêmes niveaux de performance, de durabilité. D'où le mix de matières. On n'est pas en 100% laine recyclée sur notre sweat, on a bien dû compléter par du polyester et du polyamide pour renforcer la matière, pour qu'effectivement ce produit-là, on puisse le porter avec un sac à dos, puisque c'est ça notre job, développer des produits de voyage en particulier. Donc on reste avec cette obsession. Je ne peux pas dire aujourd'hui c'est les produits les plus durables de Forclaz. Par contre, on a des échelles en dessous desquelles on ne veut pas descendre. Le pantalon, on a fait des essais sur beaucoup d'armures différentes avec les tissages de Charlieu pour sélectionner celles qui effectivement étaient les plus résistantes. Mais il y a là aussi le curseur à faire bouger entre l'utilisation de matières notamment naturelles recyclées, puisqu'on est sur un recyclage mécanique, et l'extra-durabilité. Donc on a fait des compromis, mais là encore sur la route, il y a eu des bonnes opportunités. Notre parka, la matière qui est utilisée aujourd'hui, c'est une matière qu'on utilise sur des vêtements de chantier notamment, donc c'est pour ça que nos premiers protos étaient fluo. On est convaincu de sa robustesse, et l'assemblage soudé la rend aussi assez facile à réparer au cas où il y a un assemblage qui ne tienne pas ou qu'il faille la rapiécer ou changer un zip. Donc là, sur ce produit-là, la durabilité, on peut la garantir plus longtemps. Le sac aussi, il fait appel à un tissage qui est hyper robuste, et cette induction, elle vient lui apporter un supplément de robustesse. Donc on n'est pas moins performant que les autres produits de Forclaz, mais ce ne sera pas forcément les plus résistants. C'est ça qui est la parka, vous pouvez y aller. Je mets à défi quiconque de nous rapporter un sac cassé. OK, merci. Et donc en termes de fonctionnalité, tu disais tout à l'heure que, les coûts, de la veste tribord étaient assez similaires au coût de cette veste-là, qui est durable, mais pour d'autres, voilà, d'autres raisons. Hem, Si on compare ce produit-là, en termes de fonctionnalité avec vos gammes de produits habituels, les coûts du coup, ce serait quoi à peu près la différence? En fait, il faut avoir conscience que fabriquer le même produit, on a une veste imperméable Forclaz de trekking, Mmh, en Europe, ça augmenterait, ça triplerait son prix d'accord. aujourd'hui, avec le même niveau de fonction. Aujourd'hui, moi, je suis assez convaincue qu'on a atteint des niveaux de technicité, mais sur certains produits, notamment outdoor, ou si je prends l'exemple des sacs à dos, ça nécessite des temps de confection qui sont très très importants, et ces niveaux de technicité, on n'aurait pas pu les atteindre si on n'était pas allé chercher une main-d'œuvre Mmh, qui coûte moins cher. Donc là, l'enjeu, il est de réinventer tout ça pour utiliser plus d'automatisation, moins de main-d'œuvre, puisque il faut aussi être conscient qu'il y aura un problème de recrutement. On n'a pas assez de gens qui ont envie de travailler dans cette industrie-là aujourd'hui pour pouvoir continuer à produire comme avant. La fin de l'abondance, c'est peut-être aussi la fin de la main-d'œuvre abondante, pas chère. Donc, de toute façon, on est conscient qu'on prépare l'avenir, qu'il faudra réinventer à la fois nos besoins de consommateurs, est-ce qu'on veut toujours plus de fonctions et toujours plus de petits détails qui font la différence, ou on veut des produits qui seront peut-être plus simples, mais plus faciles à réparer, plus durables, ils auront moins de zones qui pourront casser parce qu'on sera allé chercher juste l'essentiel. Pour moi, ce retour à l'essentiel, il va aider aussi mmh. la durée de vie des produits et des consommations plus durables. OK, merci. C'est vrai que dans votre design aussi, c'est assez minimaliste, enfin et durable en termes de design. Enfin, il y a pas de démodage au final. Oui, c'est ça. Là, c'est l'intemporalité, ça nous donne Voilà, à c'est cœur ça. cette force-là, dès le départ. Dans le choix des coloris, on n'est pas sur des couleurs fluo, on est sur des couleurs dont on devrait moins se lasser vite, pour Mmh, éviter l'envie de renouvellement un peu artificiel. Là, l'idée, c'était aussi d'avoir des produits qui sont polyvalents et qu'on peut porter pour faire du sport, mais aussi tous les jours,
pour ne pas avoir à acheter une veste de ski, une veste de trek et une veste de pluie pour la ville. OK, merci. On a une question, alors vous parliez du coup de mix énergétique, en fonction des pays, qui était plus ou moins intéressant. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur la réduction du besoin énergétique à la fabrication? Ouais, quand je dis qu'on n'a plus besoin de peindre, eh ben, Ouais. c'est un super axe, en fait, puisque la Ouais. peinture étant très énergivore, là, supprimer cette phase complètement, ça répond à ça. Aujourd'hui, c'est aussi les niveaux d'équipement utilisés par les fournisseurs. En fait, plus les machines sont récentes, plus elles sont économes en énergie. Et donc, en Europe, c'est pas toujours le cas. Ils n'ont pas toujours les dernières machines, mais la singularité du tissu industriel textile européen, je trouve, c'est qu'il y a une vraie conscience que pour faire la différence, il faut un niveau de performance écologique qui soit très élevé. Donc, c'est souvent des usines qui sont effectivement équipées d'un matériel efficient et aussi de leurs propres sources d'énergie. Donc, je trouve qu'on s'est assez bien retrouvé sur ce mindset-là. Et je pense que c'est important pour des fabricants européens de se dire notre coup d'avance par rapport au reste du monde, ça peut être sur l'environnement et sur l'impact écologique de nos activités. Mmh. OK. Autre question sur la fin de vie des produits, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que vous avez pris ça en compte pour cette gamme de produits? La facilité de réparation, du coup, d'en parler un peu, sur la parka, sur la recyclabilité aussi? Oui, ça, c'était dans les partis pris. Et chez Forclaz, on a toujours pris le parti pris de la durabilité par rapport à la recyclabilité. Alors, des fois, c'est pas incompatible, mais sur le textile, ça peut l'être. Là, je disais que la baisse d'impact, elle venait de l'utilisation de matières recyclées. Et ben, pour la durabilité, au service de ça, on y a fait des mélanges et donc ajouté des matières synthétiques, ce qui fait que, connaissant l'état des lieux de la filière de recyclage textile européenne aujourd'hui, il y a très peu de produits qui sont effectivement recyclés, alors que garder son produit longtemps, ça, c'est effectif dès maintenant. Donc, j'ai effectivement priorisé la durabilité à la recyclabilité. Et ça, c'était un parti pris de départ. N'empêche que notre parka, elle est en 100% polyester, y compris la membrane. Donc, potentiellement, le jour où la filière, elle existera, puisque cette parka, j'espère que les clients ils vont la garder au moins 10 ans, voire 15, elle sera plus facilement recyclable à ce moment-là. Mais ça aussi, c'était des choix. Et la réparabilité, j'en ai déjà parlé sur la parka, et nos conceptions de sacs aujourd'hui font que n'importe quelle boucle qui serait amenée à casser est facilement échangeable, réparable. Donc ça c'est partie de nos règles de conception chez Forclaz, sur tous nos sacs. OK. Il y a une question sur un autre aspect, qu'on n'a pas forcément évoqué, qui c'est les substances chimiques, dans le produit. Donc, tu disais que finalement, enlever les étapes de teinture, déjà ça permettait d'avoir un gain, donc aussi en termes de substances. Hem, Est-ce que dans cette démarche-là que vous avez eue, hem, c'était quelque chose que vous regardiez, les substances? Parce qu'aujourd'hui, donc c'est une problématique aussi dans le textile, les substances en fabrication, toxiques pour la santé et l'environnement. Aujourd'hui, on voit beaucoup le label, Écotext standard 100. Est-ce que voilà, c'est des des sujets que vous vouliez aborder avec cette gamme ou avec d'autres? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Alors, le contrôle des substances chimiques dangereuses dans le textile, c'est une base chez nous. Donc ça ne faisait pas partie de l'exploration, puisque c'est quelque chose de standard sur tous nos produits. Et quand je vous disais que j'étais ingénieur chimiste et que j'avais fait beaucoup de métiers chez Decathlon, mon premier métier, c'était d'écrire nos règles de contrôle des substances chimiques et donc nos listes de substances interdites. Donc, j'ai une très grande confiance dans la façon dont ça c'est maîtrisé chez nous. Ça pouvait être un sujet, notamment sur les cotons et la laine recyclés, puisqu'on ne maîtrise pas forcément la première vie du produit. Et donc, on a ajouté une batterie de tests pour vérifier que les tissus qu'on utilisait, ils n'étaient pas contaminés par des substances externes. Et le fait de limiter au maximum les traitements, ça nous aidait à
être plutôt confiant là-dessus. OK, merci. Alors, on a une autre question. Là, on a beaucoup parlé de relocalisation et des gains environnementaux que ça occasionne. Est-ce que, vous avez voulu mettre en avant aussi d'autres indicateurs, heu, qui ont qui ont évolué avec cette relocalisation? Donc, là, par exemple, bah, l'impact social. Hem, Parce que là, dans les Alors, gains, ouais, dans les gains l'impact social, c'est effectivement quelque chose qui est très souvent mis en avant. Je ne suis pas hyper à l'aise avec. d'accord. Effectivement, on a un droit du travail en Europe qui est plus favorable aux travailleurs, aux employés, en durée du travail et en conditions de travail. Par contre, des mauvais employeurs, il y en a partout, en France comme en Asie, et des bons employeurs, il y en a aussi partout. Euh, et je sais que pour avoir visité le Vietnam, la Chine et même le Bangladesh, l'Inde et beaucoup de pays, et pour avoir été aussi auditrice des conditions de travail dans nos usines, que les gens, ils auront besoin de gagner leur vie pour assurer la sécurité de leur famille, envoyer leurs enfants à l'école partout dans le monde, Mmh. et pas que en Europe. Donc en Europe, on a plutôt aussi la chance d'avoir un système de protection sociale et un accès à l'éducation qui est plus facile. Et donc, pour moi, faire travailler des gens au Bangladesh et au Vietnam, c'est aussi aider ces pays à se développer. Par contre, il faut effectivement le faire dans de bonnes conditions. Et ça, Decathlon s'engage à le faire partout dans le monde. OK. On a fait à peu près le tour des questions. Peut-être une dernière. Si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à toujours les écrire dans le chat. Donc il y en a une sur, votre organisation interne, puisque vous avez beaucoup de projets d'éco-conception. C'est quand même un axe que vous avez pas mal développé. Hem, Comment est-ce que vous vous organisez en interne? Est-ce que vous travaillez en silo ou est-ce que vous mutualisez vos démarches? Comment vous travaillez aussi avec d'autres marques du textile? Est-ce qu'il y a des mutualisations justement entre différentes marques pour faire évoluer la filière? Alors en interne, on a des services qui sont dédiés au développement des outils. Donc on a dans notre équipe DD des gens qui sont spécialistes des outils d'éco-conception et de leur évolution pour les mettre à disposition de tous les concepteurs Decathlon. Donc ça, c'est des gens qui sont spécialistes des bases d'impact, mais aussi qui participent aux travaux de normalisation à l'échelle française et ou européenne. Euh, sur le contrôle des substances chimiques, par exemple, aujourd'hui, pour faciliter à la fois la vie et la compréhension par nos fournisseurs et par nos clients, on a décidé d'avoir des listes de substances interdites qui étaient communes avec d'autres marques internationales. Et au niveau un peu plus local, moi je suis basée à la montagne, donc à Passy, au Mountain Store, et on fait partie d'un réseau d'entreprises qui s'appelle Outdoor Sport Valley, où on a beaucoup d'échanges sur nos bonnes pratiques avec les autres marques outdoor, notamment, qui sont basées dans la région d'Annecy et un peu plus loin. Donc, effectivement, échanger. Et des fois aussi, on a la chance chez Decathlon d'avoir beaucoup de ressources en conception, d'être nombreux. Aider les autres à avancer plus vite en partageant nos bonnes pratiques, ça c'est quelque chose qui ne pose pas de problème, au contraire. OK. Bah, je pense que du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Delphine, d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était très intéressant et très complet. Hem, alors du coup, juste pour reparler un peu de ces webinaires, on fait très régulièrement au pôle éco-conception des webinaires comme celui-ci, de retour d'expérience. Donc vous voyez, c'est des démarches d'éco-conception qui sont assez complètes et qui peuvent, pas mal inspirer, des entreprises dans ce type de démarche. Hem, on on a aussi d'autres types d'outils, justement, qui peuvent aider à la compréhension de l'éco-conception comme l'Equalizer, des guides qui peuvent, vous informer sur comment mettre en place les démarches. Donc voilà, je vous invite à aller regarder sur notre site internet, qui est ecoconception.fr. Hem, En termes de date des prochains webinaires, on a, le prochain la semaine prochaine, qui est sur, IDM. Donc ils ont créé, leur propre label.
Voilà, donc c'est le 9 juin à 11h30 et après on enchaîne la semaine d'après aussi sur, le même jour, même heure, mais dans 2 semaines. Heu, je vois qu'on a oublié de rajouter chalet et montagne, voilà. On a aussi des formations si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à regarder notre calendrier, on a des formations en ligne et en présentiel, dont une nouvelle sur le numérique responsable. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur écoconception.fr. Donc bah, merci à tous, de votre écoute. Vous recevrez donc le lien vers le replay de ce webinaire et merci encore Delphine, pour le partage de ton expérience. Merci Clara. Au revoir à tous.